Et maintenant gagner le membre supérieur. Le docteur Geoffroy Nourissa de Paris va nous parler d'instabilité antérieure de l'épaule sous arthroscopie. Donc un domaine qui s'est là très développé dans les dernières années. Avec, vous le verrez, d'abord de la chirurgie des parties molles, puis des chirurgies à composantes osseuses. Vous allez voir que c'est un domaine qui s'est particulièrement développé et dont on pourra discuter après. Merci Geoffroy. Ouais, chers amis, messieurs les académiciens, donc merci pour cette invitation. Et donc je vais aborder en fait les différentes techniques arthroscopiques qui ont été développées à travers le temps pour stabiliser l'épaule. Je ne vais pas tellement revenir sur le passé de l'arthroscopie, mais une espèce de mise à jour ou un état des lieux sur les possibilités qu'on a avec un arthroscope de stabiliser une épaule. Alors comme je sais que plusieurs d'entre vous ne sont pas orthopédistes, je vous ai fait un tout petit rappel sur la notion d'instabilité de l'épaule. Il y a deux pics d'instabilité de l'épaule. D'abord un pic chez les patients très jeunes et notamment tous les sports de combat chez le jeune autour de 20 ans. Le sport de combat allant du judo jusqu'au rugby bien sûr, avec un risque très important de luxation d'épaule. Une incidence extrêmement importante chez les jeunes hommes. Et puis chez les patients très âgés, en cas de rupture de coiffe de rotateur, on a des risques aussi importants d'instabilité de l'épaule puisque plus rien ne retient la tête humérale. Ce qui est important de savoir, et on va l'expliquer très rapidement, c'est qu'avant 20 ans, le risque de récidive est quasiment de 100%. Donc un jeune homme de 18 ans qui se luxe l'épaule, pour peu qu'il ait une activité physique un peu soutenue, va se reluxer l'épaule, ce qui va expliquer les différentes indications que l'on a. Après 40 ans, le risque de récidive diminue. Et après 60 ans, si on a une coiffe continue, eh bien le risque devient relativement bas et il n'y a plus d'indication à stabiliser cette épaule. Ce qui est important, c'est que chez les sujets jeunes, ce sont des traumatismes très violents. Et on a parfois des lésions plexistes qui passent inaperçues. Et chez les patients après 40 ans, lorsqu'on se déboîte l'épaule, on a un risque de déchirer la coiffe de rotateur qui, elle, pourra aussi être réparée sous arthroscopie si besoin. Les éléments stabilisateurs, je vais revenir très vite parce que j'imagine tous que vous êtes des anatomistes émérites. Vous savez bien qu'on a en fait la tête humérale qui est posée sur la glène, qu'il y a une grande différence anatomique. La tête humérale est parfaitement ronde et la glène est plutôt plate. Et pour augmenter donc ces surfaces de contact et le côté stable de l'articulation, on a tout autour de la glène le bourrelet qui est un fibrocartilage sur lequel vient s'attacher la capsule et le ligament gléno-huméral inférieur qui est l'élément stabilisateur principal de l'épaule en avant. La capsule, elle va englober toute l'articulation et c'est dans cette capsule, dans cette articulation qu'on va rentrer. Il y a des capsules qui sont plus ou moins laxes, plus ou moins élastiques et ça va faire partie des éléments qu'on va analyser lorsque l'on va vouloir poser nos indications. L'élément que nous, on n'arrive pas du tout à maîtriser dans l'instabilité de l'épaule, c'est les éléments musculaires qui sont en fait les éléments responsables initialement du traumatisme, la balance musculaire, la proprioception et l'ensemble des éléments qui en fait seront pris en charge après ou avant l'épisode d'instabilité par les kinésithérapeutes. Donc on a l'habitude de prendre une balle de golf pour expliquer un petit peu les lésions qui existent au niveau de la tête humérale et la propension naturelle qu'a cette articulation à se déboîter. Si on veut être très basique, on a donc la tête humérale qui est posée sur la glène, avec en avant et en arrière un bourrelet sur lequel est fixé le ligament gléno-huméral inférieur. Et lorsque la tête part en avant, eh bien, le ligament gléno-huméral tire sur le bourrelet. Lorsque la tête est réduite, ce ligament gléno-huméral reste détaché puisque le bourrelet, lui, ne va pas pouvoir cicatriser. Et ça, c'était montré il y a déjà longtemps, il y a plus de 20 ans, par des études aussi bien anatomiques, de constatation péropératoire, que des études d'imagerie qui montrent que lorsqu'on se déboîte une épaule, autour de 20 ans, on a pratiquement 100% des jeunes qui gardent et qui ont une lésion de ce bourrelet, ce qui explique pourquoi on a un taux de récidive aussi important, puisqu'on va toujours autant solliciter son épaule. Donc d'un point de vue physiologique, on a ce bourrelet qui est attaché sur la face antérieure de la glène et qui va se déchirer de haut en bas. Alors, quelle technique chirurgicale va-t-on pouvoir proposer lorsqu'on a simplement cette lésion? Eh bien, une technique qui date des années 20, donc qui est pratiquement 100 ans actuellement, c'est l'opération de Bankart, que je pense plusieurs d'entre vous ont déjà réalisé, qui consistait à l'époque à aller ouvrir le muscle en avant de l'épaule, qui s'appelle le sous-scapulaire, et puis à aller ouvrir la capsule, réséquer le bourrelet et venir refermer cette capsule en avant et refermer le muscle sous-scapulaire. L'intérêt principal de l'arthroscopie, c'est de ne plus couper ce muscle sous-scapulaire et de respecter ce muscle qui est probablement le plus important de l'épaule, puisqu'on va pouvoir simplement, avec notre petite caméra et avec des canules, passer dans cette zone. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on utilise le pointeur, c'est ça. Dans cette zone qui est juste ici, au-dessus du muscle, qui s'appelle l'intervalle des rotateurs, et c'est un endroit par lequel on va passer l'ensemble de nos instruments. Lorsqu'on rentre dans une épaule, on voit à gauche la tête humérale, à droite on voit la glène, et en avant on va venir se tendre en fait le ligament gléno-huméral inférieur. On va essayer d'avoir différentes vues arthroscopiques. Et grosso modo, lorsqu'on rentre dans une épaule qui s'est luxée, donc là, je vais vous remettre ce petit film pour bien comprendre le rôle en fait de ce ligament. Ici, on a la tête humérale, là la glène, le bourrelet qui est là.
Et lorsque, par exemple, sur une épaule saine, on fait une rotation externe, on voit très bien ce mur qui se tend en avant, qui est le ligament gléno-huméral inférieur. Lorsque le bourrelet est arraché, ce ligament n'est plus fixé sur la glène. Lorsqu'on rentre dans une épaule qui a été luxée, voilà à quoi ça ressemble. On a donc la glène qui est à ce niveau-là, et ici le bourrelet qui a été arraché, qui n'est plus fixé dessus. Donc l'intervention est relativement simple sous arthroscopie. On va détacher cette lésion, c'est-à-dire qu'on va passer une petite râpe, une petite rugine qu'on va glisser entre la glène et le bourrelet, ce qui va nous permettre de bien libérer ce bourrelet. Et l'intérêt principal de libérer ce bourrelet, ça va être de pouvoir bien retendre le bourrelet et la capsule. On le libère à un tel point que lorsqu'on est dans l'épaule, on voit apparaître des fibres du muscle qui est en avant de l'épaule, c'est-à-dire le sous-scapulaire. Et ce sous-scapulaire, lorsqu'on a dégagé totalement sa face profonde, ça nous montre qu'on a bien libéré la cicatrice vicieuse en fait du bourrelet sur la glène, et donc on va pouvoir retendre sans problème ces structures. Pour les retendre, on va utiliser des petits implants qui vont être fixés dans la glène. Puis on va serrer progressivement nos fils, et on va ainsi, comme ça, de manière progressive, reconstruire ce bourrelet et reconstruire la retente sur le ligament gléno-huméral inférieur. Donc ça veut dire que sous arthroscopie, lorsqu'on a une lésion du bourrelet, on va réparer le bourrelet, on va réparer la capsule, la remettre à sa place, et réparer le ligament gléno-huméral inférieur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir à la fois créer une stabilisation statique, puisque le bourrelet est en avant et bloque le départ en avant de la tête. On va augmenter la proprioception, puisque la capsule va être réparée, et puis en réparant le gléno-huméral inférieur, on va stabiliser de manière dynamique notre épaule, puisque lorsqu'on va faire une rotation externe, le ligament gléno-huméral inférieur va se retendre. Lorsqu'on se déboîte l'épaule, on peut avoir d'autres lésions. Et notamment, on voit souvent cette image relativement caractéristique d'encoche au niveau de la tête humérale, c'est ce qu'on appelle l'encoche de Malgaigne ou de Hill-Sachs. Et cette encoche est relativement importante. Cette année, on a beaucoup de chance puisque au congrès de la SFA qui a lieu à Grenoble, on a ce japonais qui s'appelle Itoi qui va venir nous parler de ces différents facteurs d'instabilité de l'épaule au niveau osseux. Et cette encoche qui se retrouve au niveau de la partie postérieure de la tête, on comprend bien que lorsqu'elle va se situer dans une zone très antérieure, elle va favoriser la récidive de l'instabilité. Certaines études ont montré que dès qu'on se déboîtait l'épaule, on avait une encoche qui apparaissait, qu'a priori, plus on se déboîtait l'épaule, plus l'encoche était importante. Il existe au niveau de la publication arthroscopique de nombreuses études pour savoir un petit peu quelle est l'importance de cette encoche. Et ça, encore une fois, on le doit à l'arthroscopie. Il a fallu qu'on montre, en fait, comme on utilisait des techniques qui étaient moins classiques que les autres et moins agressives, qu'on arrivait totalement à démembrer quelles étaient les lésions les plus importantes, et l'exploration de l'anatomie, des rapports anatomiques de cette encoche découle directement, en fait, de la prise en charge arthroscopique de l'instabilité de l'épaule. Donc certains défendent la notion d'encoche engageante, d'autres disent qu'il existe des zones où, si l'encoche est localisée près du tendon, il y a un risque de luxation, mais pour d'autres chirurgiens, en fait, on pense que dès qu'il y a une encoche, c'est qu'il y a une luxation, et que cette encoche va favoriser une nouvelle fois la luxation. De la même manière, il existe de nombreuses façons d'évaluer cette encoche. Vous voyez que dans les 10 dernières années, beaucoup d'études ont été réalisées pour essayer de savoir quelles étaient l'importance de cette encoche, lesquelles il fallait considérer, pour savoir s'il fallait en tenir compte ou pas lors de la réparation. On avait simplement montré lors du congrès de 2010 que cette encoche en fait était visible dans différentes positions de l'épaule et que c'était un élément important à prendre en charge lorsqu'on allait traiter nos patients. L'intérêt de l'encoche, c'est aussi de savoir quel est son rapport avec les muscles en arrière, et c'est aussi un intérêt de l'IRM, à savoir quelle est la distance de cette encoche avec le tendon, puisqu'on va avoir des possibilités thérapeutiques de fixation de l'encoche. Cette étude, en fait, a abouti à la notion de remplissage, qui est une notion, en fait, qui avait été décrite autrefois à ciel ouvert. Et afin de faire disparaître l'effet luxant de cette encoche, une technique correspondant à l'impaction de l'infraépineux dans cette encoche a été développée sous arthroscopie depuis une dizaine d'années avec de nombreuses publications et semble montrer son intérêt. Le principe est relativement simple. Ici, nous sommes dans une épaule, avec l'avant et sur la droite, vous êtes sur la tête humérale, et là, vous avez l'encoche, c'est-à-dire que toute la zone dans laquelle, normalement, il devrait y avoir du cartilage a été enfoncée lors de l'impaction de la tête humérale. La technique est relativement bien codifiée maintenant. On va repérer avec une petite aiguille qui va passer à travers la peau, le deltoïde et l'infraépineux, la voie d'abord la plus adaptée pour aller se fixer dans l'encoche. On va mettre un petit implant à cet endroit pour pouvoir venir plaquer notre tendon et notre capsule dans la zone postérieure de la tête humérale. Lorsqu'on va retirer notre implant, les fils vont sortir de l'os et à travers la peau et le deltoïde et l'infraépineux, on va passer des petits crochets qui vont nous permettre de passer de manière assez étendue nos fils de suture. On va ensuite passer dans l'espace sous-acromial et on va pouvoir réparer
et venir plaquer notre tendon. C'est ce qu'on appelle le comblement de l'encoche. C'est une technique qui est de plus en plus pratiquée sous arthroscopie et qui évite par exemple d'aller faire une greffe au niveau de la tête humérale qu'on faisait autrefois à ciel ouvert. Donc on a vu qu'on pouvait réparer le bourrelet, on a vu qu'on pouvait venir en arrière aussi combler l'impact qu'il y a sur la tête humérale. Et puis ce qui nous intéresse beaucoup aussi, ce sont les lésions de la glène. C'est-à-dire, comme vous le savez, lorsque la tête va se déboîter, il y a un risque important en avant de la glène d'avoir une fracture. Et encore une fois, Itoy a beaucoup travaillé sur ces problèmes de lésions de la partie antérieure de la glène et a montré que lorsque le défect était assez important, le risque de récidive était très important. Mais lorsqu'on se tourne vers le pratique, parce que ça c'est la biomécanique, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de techniques pour essayer d'évaluer quelle est l'importance. On utilise la radio, on utilise le scanner 2D, le scanner 3D. Tout ça, ça montre bien qu'en fait, on n'a pas de technique parfaite et qu'encore, on n'a pas encore tout solutionné. On ne sait pas exactement quel est le meilleur moyen d'évaluer quel est le gros défect au niveau de la glène qui va nécessiter une reconstruction de celle-ci. Lorsque le défect est relativement petit, c'est ce qu'on appelle un bony bancard, c'est un terme anglais, ça correspond en fait à l'arrachement du bourrelet, du ligament, avec un petit fragment osseux. Et ça relève tout à fait d'un traitement arthroscopique, puisqu'en fait, imaginons réparer ça à ciel ouvert, il faudrait faire une grande incision, désinsérer le sous-scapulaire, passer sur la face antérieure, ouvrir la capsule pour réparer en fait cette petite lésion qui favorise la luxation. Et sous arthroscopie, il est relativement aisé d'aller attraper ce petit fragment, de mettre un petit implant et d'aller le refixer avec une morbidité qui est moins importante. Des études qui sont maintenant anciennes ont montré que lorsqu'on réparait ces petits fragments osseux, on avait de très bons résultats avec, à 2 ans, une reprise de la fonction qui était strictement normale. Mais ça, c'est quand même relativement rare. Et dans nos pays où il y a des sports relativement fréquents, violents, on a plutôt tendance à avoir des lésions plus importantes au niveau de la glène. Si on regarde ici une radio d'une épaule normale, on voit que la glène est strictement saine, avec un os sous-chondral blanc qui est parfaitement visible. Mais lorsqu'on regarde un petit peu sur d'autres radios, ici on voit un petit fragment au niveau de la glène, et ça c'est probablement la radio la plus fréquente qu'on a lorsqu'on a une instabilité d'épaule récidivante, ou ici simplement un petit émoussement. Et on a pu montrer dans notre symposium de la SFA que dès qu'on avait un petit émoussement sur la radio de simple, de face, ça voulait dire que 20% de la glène avait disparu dans le phénomène de luxation. Bien sûr, on arrive encore parfois dans certains centres à avoir une incidence de Bernageau qui nous montre qu'on a un gros défect avec ici un tiers pratiquement de la glène qui a disparu. Mais la radio simple parfois est suffisante. Alors que faut-il faire à ce moment-là? Eh bien, l'intervention qui est recommandée, c'est l'intervention de Latarjet, qui date des années 50, et qui était réalisée à ciel ouvert. Et depuis maintenant, on va dire 6-8 ans, cette technique, en fait, essaie d'être développée sous arthroscopie. Alors, il y a des techniques qui ont été développées consistant simplement à mettre en place un morceau d'os en avant de la glène. Et puis, il y a une technique franco-française qui a été développée par Laurent Lafosse à Annecy, qui consiste à venir mettre en place cette opération de Latarjet à ciel ouvert. Pardon, sous arthroscopie. Je pense que c'est intéressant parce que c'est la même histoire un petit peu que ce que nous a raconté Thomas Bauer. Au début, l'arthroscopie se cantonnait à rester dans l'articulation, et plus les choses évoluent, plus on sort de l'articulation, et on va venir se promener dans les parties molles autour de l'articulation. Lorsqu'on rentre dans une épaule qui s'est luxée, eh bien, vous voyez à gauche la glène, et là vous voyez parfaitement la lésion du bourrelet. À gauche, vous voyez le biceps. Cette zone rose que l'on voit ici, c'est l'encoche qui est en arrière de la tête humérale. Et on continue à faire le tour de notre épaule pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres lésions. Ici, c'est une belle encoche qui va être engageante. La première étape de cette stabilisation sous arthroscopie, comme on va faire une butée, ça va être de retirer ce fragment de la brome, puisqu'en fait il n'est plus utile, il va falloir qu'on mette à la place un morceau d'os, et donc on va réaliser en fait une désinsertion comme on le faisait à ciel ouvert dans l'opération de Latarjet classique. On va retirer le labrum et progressivement on va aller ouvrir la capsule postérieure. Nous sommes toujours dans l'articulation, mais on commence un petit peu à sortir. Ici vous voyez la tête humérale, et là vous voyez les indentations postérieures du muscle sous-scapulaire. On a enlevé toute la partie postérieure sous-scapulaire. L'étape suivante va consister donc à bien exposer cette zone pour pouvoir après facilement mettre en place notre butée. Ensuite, on va quitter l'articulation, et pour quitter l'articulation, comme tout à l'heure, on va ouvrir l'intervalle des rotateurs. Et lorsqu'on va ouvrir cet intervalle, là en bas, ce que vous voyez, c'est le muscle du sous-scapulaire. On a ouvert cet intervalle et vous voyez apparaître une zone nacrée qui sont les ligaments qui sont fixés sur la pointe de la coracoïde. Ces ligaments, ici, qui vont en haut et en dehors, eh bien, c'est le ligament coraco-acromial, d'accord. Et en bas, on va voir apparaître le ligament, le tendon conjoint, qui est le ligament qu'on va utiliser lors de l'opération de Latarjet. Donc vous voyez que la tendance actuelle de l'arthroscopie, c'est quitter l'articulation et essayer de disséquer dans les zones les plus
profonde de l'épaule pour essayer d'aller chercher les différents éléments. Actuellement, on arrive à faire aussi des lambeaux ou à libérer des nerfs tout autour des articulations. L'élément suivant va consister à prélever la coracoïde. Je vous rappelle que l'opération de Latarjet consiste à prélever la coracoïde pour venir la mettre en avant de la glène à travers le sous-scapulaire. Et voilà à quoi ressemble une coracoïde sous arthroscopie. Donc on est passé en avant de l'épaule. Là, vous avez la pointe de la coracoïde qui est là, le tendon conjoint, et là on est en train de disséquer la partie supérieure de la coracoïde. Donc on est totalement sorti du domaine de l'articulation, on est totalement dans l'endoscopie. On n'est pas du tout dans un espace fermé, mais c'est nous qui sommes en train de créer l'espace. Et on va petit à petit libérer. Sur la droite, vous avez le deltoïde, et à la gauche, on descend le long du tendon conjoint pour aller créer notre espace de travail. Alors bien sûr, on a développé différents ancillaires, et pour venir fixer cette coracoïde, eh bien, comme on est orthopédiste, on aime bien utiliser nos tournevis et utiliser nos moteurs. Donc on a un ancillaire qui est parfaitement adapté, qui nous permet en mini-invasif de venir faire des petits trous dans la coracoïde pour pouvoir d'abord l'attraper et ensuite venir la mettre en place. Donc, on a deux petits trous qui font 4 mm. Et puis, encore une fois, en tant que bon orthopédiste de base, eh bien, on aime bien toujours casser nos os avec des ciseaux. Donc ici, vous avez un ciseau à frapper qui va venir à la base de la coracoïde, comme dans la technique princeps à ciel ouvert, venir nous casser la coracoïde pour la libérer et la laisser tomber après en face de la glène. En face de la glène, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait des butées à ciel ouvert. Autant si j'ai une jeune fille de 20 ans ou si j'ai un homme de 18 ans qui n'est pas très musclé, c'est relativement facile. Mais dès qu'on a affaire à quelqu'un de relativement costaud, c'est beaucoup plus difficile de passer dans la voie deltopectorale et à travers le sous-scapulaire. Et là, vous avez par exemple une vue de la face antérieure de la glène à travers le sous-scapulaire. Vous voyez que pour un chirurgien comme moi qui est en libéral, qui a simplement 2 mains pour l'aider, c'est relativement aisé de voir toute la zone antérieure de la glène. Ici, vous avez le cartilage, là vous avez la tête humérale, et toute la zone où il y a eu défect osseux est totalement visible sous arthroscopie avec une vision qui est relativement facile. En tout cas, je vous garantis qu'on voit beaucoup mieux que lorsqu'on fait ça à ciel ouvert. L'étape suivante va consister à venir fixer avec 2 vis, comme dans la technique à ciel ouvert, le fragment d'os qui est à droite sur la glène qui est à gauche. On met en place des vis malaires relativement classiques qui vont nous permettre d'avoir une bonne tenue et de permettre une rééducation immédiate des patients. L'aspect arthroscopique est le suivant. Vous avez votre morceau d'os qui remplace le défect osseux au niveau de la glène, la tête humérale et la glène à ce niveau-là. Le choix thérapeutique, je vais dire 2 petits mots, parce qu'encore une fois, on peut faire un cocorico. C'est un choix thérapeutique qui est utilisé quasiment au niveau national, qui est un score qui a été décrit par l'équipe de Nice, qui s'appelle le score ISIS, et qui nous permet facilement de faire le choix entre nos différentes interventions. Je vous remercie. Merci Geoffroy. Donc, on avait prévu le professeur Gilbert Versier pour modérer, commenter cette session, mais il vient de nous prévenir, il nous a prévenu il y a quelques temps qu'il ne pouvait pas venir. Donc je vais prendre la parole. Bien, merci Geoffroy pour ce panorama des traitements. Vous voyez qu'au départ, on part du diagnostic et on fait le diagnostic des lésions des parties molles, on traite les lésions des parties molles, puis ensuite on constate les échecs de nos opérations sur les parties molles, et donc on va s'intéresser à l'analyse des lésions osseuses, et puis ensuite on continue la boucle pour aller traiter les lésions osseuses, en espérant cette fois-ci avoir résolu le problème. Alors on n'a encore pas complètement résolu le problème, et on sait que dans le traitement arthroscopique, en tout cas pour les parties molles, c'est sûr que ce traitement n'est pas suffisant. Classiquement, on peut dire aux patients qu'avec un traitement arthroscopique dédié aux parties molles après une luxation, on le remet dans la situation où il était avant le premier épisode. C'est-à-dire qu'il a quand même encore un risque de luxation et les études montrent que s'il reprend ses activités, en tout cas, on a des taux d'échec qui sont assez importants et qui étaient au départ à 3-4 ans de 15% et qui maintenant, quand on a un peu plus de recul, atteignent 30-40%. Vous avez aussi compris que plus on attend, plus il y a de luxation, plus il y a de lésions. Et plus il y a de lésions, moins on a de chances de pouvoir les traiter sous arthroscopie finalement. Alors j'aurais une première question à poser à Geoffroy. On sait qu'il y a certains travaux qui ont été faits sur le traitement du premier épisode. Une thèse de Besançon récemment montrait que ça pouvait avoir un intérêt. Qu'est-ce que tu penses du traitement arthroscopique après le premier épisode de luxation ? Alors je pense que dans ce cas-là, il y a la théorie et la pratique, c'est-à-dire que, en effet, il y a de nombreuses
données qui montrent actuellement qu'un épisode de luxation avant 20 ans, on a une récidive qui est quasiment assurée. Et plus le patient va être jeune et plus il a une demande fonctionnelle, plus il me paraît licite de lui proposer une réparation ou une stabilisation dès le premier épisode. Après, ça va bien sûr dépendre du type de patient, de son âge. Et chez un patient plus âgé avec une demande fonctionnelle moins importante, on attendra probablement le deuxième ou troisième épisode de luxation. Donc tout ça est à pondérer avec l'âge, le patient et sa demande fonctionnelle. Oui, je crois que c'est clair. En tout cas, c'est l'attitude qui est retenue par beaucoup. Donc, le traitement au premier épisode, oui, chez des patients très jeunes avec des sports à risque et qui ont effectivement des lésions authentifiées par l'imagerie. C'est sûr que s'il n'y a pas de lésions, ça pose quand même des difficultés. On est dans le cadre d'une hyperlaxité et on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir résoudre ce problème de l'hyperlaxité par arthroscopie. Donc ça, c'est pour les traitements par les parties molles. Ensuite, au niveau du traitement des lésions osseuses, vous avez vu que des lésions osseuses fraîches de petite taille, on peut assez facilement les traiter. C'est logique, on est dans le cadre d'une fracture, donc d'une lésion où il n'y a pas de perte de matière. Et donc si on répare une fracture fraîche, on est a priori dans la position idéale du patient avant son premier épisode. Mais à chaque fois que l'épisode se reproduit, à chaque fois on va avoir une perte de substance. Alors perte de substance osseuse qui là sera difficile à compenser par une technique ne s'adressant qu'aux parties molles. Donc on voit apparaître des traitements, des traitements arthroscopiques des lésions osseuses. Sur le versant glénoïdien, on avait la butée, et c'est vrai que en France, on traitait la butée, on utilisait la butée très largement. C'est la technique quand même de référence. Outre-Atlantique, les opinions étaient bien différentes et ils sont restés pendant longtemps sur les traitements sur les parties molles avec le Bancart classique. Donc en France, nous on avait la butée à ciel ouvert avec vraiment des excellents résultats, que ce soit utilisé en première intention ou dans les récidives après échec de premier traitement. Donc c'est un peu tout naturel que l'idée est venue à certains chirurgiens talentueux de développer ces techniques de butée sous arthroscopie. Alors la butée sous arthroscopie, ça a commencé il y a quand même maintenant une bonne dizaine d'années. Ça s'est révélé quand même une technique extrêmement difficile. Et en France, finalement, on voit qu'il y a un certain nombre de centres experts qui s'y sont mis et qui arrivent à faire cette technique de façon sûre. Dans la pratique courante, on va dire que ça reste quand même une chirurgie difficile et surtout une chirurgie difficile à apprendre. Les gens qui l'apprennent sont obligés de faire un parcours de fellowship auprès des experts pour pouvoir y arriver. Il y a toute une phase de travail sur le cadavre à faire avant d'y arriver. Et je dirais que c'est pas une opération qu'on peut, à mon avis, apprendre comme ça en interne en début de formation. Alors vous allez me dire, la butée à ciel ouvert, c'est pas non plus l'opération la plus facile à faire apprendre en interne. On n'a pas beaucoup d'espace pour travailler. Mais au moins, on a la maîtrise de l'espace dans lequel on travaille. En sous-arthroscopie, et à partir du moment où on sort en plus de l'articulation, il y a tellement de paramètres autour qui vont intervenir sur votre espace de travail que ça reste quand même une difficulté. Mais bon, des gens comme Geoffroy sont des experts en la matière et montrent que c'est possible en tout cas de le faire, avec quand même là une courbe d'apprentissage qui est réelle et qui nécessite un certain contrôle de la technique. Si Geoffroy, aujourd'hui, moi je voulais faire de la butée sous arthro, qu'est-ce que tu me recommanderais comme parcours ? Il faut commencer à en faire à ciel ouvert ou pas ? Non, je crois pas. Je crois pas qu'il faut commencer à en faire à ciel ouvert. Je pense que comme la coiffe ou comme le ménisque, comme le croisé antérieur, plus personne ne fait ça à ciel ouvert, très peu. Et de la même manière, l'arthroscopie, la butée sur l'arthroscopie ne nécessite pas forcément une formation à ciel ouvert. Je pense que c'est une technique qui est difficile, qui nécessite une longue courbe d'apprentissage. Aller faire des essais sur le sujet anatomique, pourquoi pas. Je pense qu'il faut surtout avoir une bonne expérience de l'arthroscopie, être très très patient, parce qu'au début les opérations durent très longtemps, humble bien sûr, et puis après c'est comme toute technique qu'on apprend dans notre métier, on est formé, nos études de médecine nous permettent d'apprendre, je pense, de manière quotidienne, on est formé à apprendre des techniques, ça va prendre un petit peu de temps. Donc je ne crois pas qu'il y ait des parcours particuliers. Je crois qu'il faut être relativement humble et puis ne pas être pressé. Merci Geoffroy.
Oui, merci. Je suis très admiratif de voir votre dextérité, la façon dont vous réglez ce problème de prélèvement et de mise en place du greffon coracoïdien. Je n'ai pas eu la chance d'être d'une génération, on faisait ça par arthroscopie, mais étant donné ma clientèle, j'ai fait de nombreuses butées, après avoir fait des bancardes comme beaucoup. Et il y a quelque chose que je trouve extraordinaire dans votre technique, c'est que lorsque vous créez cette espèce de cavité donc virtuelle, chirurgicale, vous ne semblez pas avoir de problème d'hémostase au moment du dégagement du coude de la coracoïde ou de sa section. Alors justement, et si vous arrive quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Non, je pense que quand on commence à faire quelques études pour comparer ces techniques à ciel ouvert ou sous arthroscopie, je pense que l'avantage ou l'inconvénient de l'arthroscopie, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'avoir le moindre saignement. On sait que la complication principale périopératoire de la butée, c'est l'hématome et l'infection lorsqu'on fait un ciel ouvert. Ça n'arrive pas sous arthroscopie puisqu'on passe la moitié du temps à faire l'hémostase pour y voir quelque chose. Donc dans la mesure où l'arthroscopie nécessite aucun saignement, on est beaucoup plus méticuleux dans nos plans de dissection. Lorsqu'on fait une butée à ciel ouvert, on fait une deltopectorale, on écarte et puis on est sur la coracoïde. On voit très bien lorsqu'on le fait sous arthroscopie qu'il y a énormément de perforantes entre le tendon conjoint et la face profonde du deltoïde, qu'on ne voit pas à ciel ouvert parce qu'en fin de compte, on s'en rend même pas compte. Sous arthroscopie, on voit qu'il y a énormément de petites artères pour lesquelles on fait une hémostase très importante et qui probablement évite ces complications. Les hématomes et les infections ont disparu dans les butées sous arthroscopie. Et la section de la coracoïde, pareil, on est obligé de faire très attention. On fait une hémostase méticuleuse avec nos systèmes de vaporisation pour qu'on n'ait aucun saignement de la coracoïde. Donc l'arthroscopie nous oblige à prendre des précautions qu'on ne faisait pas à ciel ouvert. Très bien. Et vous n'avez jamais eu de problème de musculocutané? Alors, il y a eu énormément de complications neurologiques liées à cette technique chirurgicale en France lorsqu'elle a été lancée. Il y a eu des complications gravissimes. Et donc il y a eu, il n'y a pas eu de moratoire, mais il y a en tout cas une information importante auprès de tous les gens qui faisaient cette technique. Il y a eu des situations catastrophiques liées à des lésions du nerf axillaire qui sont exceptionnelles. C'est triste à dire, ça fait partie de peut-être entre guillemets de la courbe d'apprentissage. Alors quand on voit les anglo-saxons qui apprennent la butée à ciel ouvert, ils ont énormément de complications neurologiques aussi. Nous, en France, elles ont disparu, on peut le dire à ciel ouvert, parce qu'on l'apprend très tôt, on apprend ça quand on est jeune interne, et l'arthroscopie a créé des complications qui avaient disparu, qui sont les complications les plus graves, avec des paralysies du membre supérieur. Elles sont liées à la technique, elles sont liées, comment dirais-je, à l'ancillaire qu'on utilise aujourd'hui, qui a voulu adapter une technique à ciel ouvert à une technique sous arthroscopie. C'est relativement, bien sûr, embêtant. Le musculocutané, non, puisqu'en fait, on manipule beaucoup moins la coracoïde. On va le voir, on le libère. Moi, à ciel ouvert, et quand j'ai interrogé certaines personnes, personne n'allait voir le musculocutané à ciel ouvert. Alors que sous arthroscopie, on le voit beaucoup plus facilement. Et on voit exactement où il est. Et on manipule beaucoup moins, en fait, le tendon conjoint. Je voulais faire une remarque et poser une question. La remarque, c'est que le début de la celluloscopie a eu exactement les mêmes conséquences. On a vu réapparaître des complications de la chirurgie digestive qui avaient disparu. Et ma question, c'est qu'est-ce que c'est que ce petit appareil avec lequel vous travaillez? Ah, ben justement, c'est ce qu'on appelle une sonde d'électrofréquence. En fait, c'est un bistouri électrique qui fonctionne dans l'eau. Et c'est l'appareil qui nous permet de faire l'hémostase sur l'os, d'ouvrir nos muscles, de disséquer nos tendons. On a l'impression qu'il y a des petits trous qui tournent, non? C'est pas une petite roue en fait. Alors non, c'est pas une petite roue qui tourne. En fait, c'est des petites décharges électriques qui font l'hémostase en même temps qu'on dissèque. Donc en fait, on a un doigt qui dissèque et fait l'hémostase en même temps. Merci beaucoup. Patrick Boyer. Merci, bonjour à tous. Déjà, je suis très content de voir le bureau de la SFA présent ici à cette académie. Moi, je voudrais te poser 2-3 questions sur la butée. Moi, je suis convaincu aussi que c'est important de savoir la faire. Tout d'abord, est-ce que tu crois qu'on a atteint un niveau pour lequel on ne fera plus marche arrière? Et pour ça, justement, je te demanderai les bénéfices. Là, tu nous as énuméré les complications, mais est-ce que les bénéfices, on ne va pas les voir à plus long terme, et notamment grâce à un meilleur positionnement? Est-ce qu'on ne va pas avoir moins d'arthrose
grâce à cette butée qui est mieux posée. Les bénéfices théoriques sont en effet un meilleur positionnement. Encore une fois, chez un patient extrêmement musclé, c'est extrêmement difficile de mettre une butée à ciel ouvert, et sous arthroscopie, on arrive à se passer de ces problèmes. Donc ça, c'est la première chose. Les bénéfices théoriques, c'est donc un meilleur positionnement et puis moins d'hiatrogénie. On a réalisé avec le service de Philippe Hardy, donc avec Thomas Bauer qui est ici présent, une étude prospective comparative, et on a montré que sur le positionnement de la butée, il n'y avait pas de différence. Sur la morbidité globale, il n'y avait pas de différence. La seule différence, c'est que l'arthroscopie fait moins mal, parce qu'on est un tout petit peu moins agressif, et on a statistiquement au 3e jour moins de douleur. Donc pour l'instant, c'est la seule chose qu'on a montrée. Mais il faut bien comprendre que la butée sur arthroscopie, on en est au tout début, il n'y a qu'un seul ancillaire qui existe, et qu'aujourd'hui, ça reste long et difficile, et on est au tout début de l'évolution, et qu'il va falloir qu'on développe des ancillaires qui nous permettent d'améliorer les choses. Cette année, le congrès de la SFA, justement, rapporte les résultats d'un symposium prospectif multicentrique sur la comparaison du ciel ouvert versus arthroscopie. On aura des résultats à 2 ans pour savoir s'il y a vraiment une différence ou pas. Et dernière chose que tu peux nous préciser, c'est que le Bancart n'est pas mort. Il y a des indications pour les deux techniques. Oui, la réparation des parties molles a encore sa place. Encore une fois, elle est beaucoup réalisée dans les pays anglo-saxons, surtout du fait de la morbidité de la butée. Si une butée se complique, c'est gravissime. Et si jamais la butée ne fonctionne pas, on est un peu dans une impasse thérapeutique. Alors que la vision anglo-saxonne des choses est différente. On répare un ligament. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est l'anatomie du patient qui ne marche pas et on peut en refaire un. En tout cas, le chirurgien n'a pas créé de lésion supplémentaire. Alors que nos collègues anglo-saxons, lorsqu'on était invités à l'ANA, nous ont raconté que les gens qui récidivaient, ils n'étaient pas contents, ils portaient plainte s'il y avait une butée, parce qu'en plus on leur avait cassé un os dans l'épaule, qu'on leur avait pas recréé l'anatomie, et c'était la pire des conditions. Donc cette vision des choses qui est différente, on parlait tout à l'heure avec M. Beaufils de restaurer l'anatomie. La chirurgie de l'épaule est un bel exemple où l'anatomie ne fonctionne pas, et si on veut stabiliser une épaule, on fait une butée, c'est tout sauf anatomique, mais ça marche. Je te remercie. Bon, un petit complément d'information qui est une question pour les membres du bureau ou ceux qui veulent répondre. Alors quand on est arthroscopiste, ça veut dire qu'on est capable de gérer toutes les articulations, c'est-à-dire que c'est le métier d'orthopédiste, ou est-ce qu'on est orthopédiste de l'épaule et que l'arthroscopie permet d'être plus invasif, plus performant dans son articulation? Non, l'arthroscopie, c'est une voie d'abord. Donc, quand on est orthopédiste, on s'oriente vers une articulation en général, enfin, une ou deux articulations, c'est quand même la tendance. Et on va utiliser l'arthroscopie comme une voie d'abord pour faire des gestes. Voilà, donc il faut plus le considérer comme une voie d'abord chirurgicale que comme une spécialité en soi. C'est un mode d'accès dans une articulation. Aujourd'hui, en tout cas, on ne peut plus imaginer un orthopédiste qui ne maîtrise pas l'arthroscopie. Ça, c'est une évidence. Par contre, pour notre congrès de la Société française d'arthroscopie, on a remis toutes les articulations possibles dans le congrès. C'est-à-dire qu'un chirurgien qui s'intéresse au poignet, maintenant, il retourne, il vient au congrès, il a accès à toutes les articulations. Est-ce qu'on ne peut pas tout faire? Ce sera pour la Parce prochaine que fois. vous nous invitez qu'une seule fois, c'est pour ça. Monsieur le Président, j'avais une réponse à votre question. On est arthroscopiste quand on a droit à porter une belle cravate, et je les félicite tous de la remise. Bien, je vais juste un petit mot de conclusion pour la Société française d'arthroscopie. Pour vous remercier encore une fois, ça sera la dernière fois pour moi, de nous avoir permis de faire cette session. Et puis je voudrais remercier l'équipe de la Société française qui est venue, les collègues du bureau, mais aussi les anciens présidents qui nous ont fait l'honneur de cette présence. Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous cet après-midi. Merci encore. Alors le mot de la fin, c'est pour le président. Merci à tous. On finit dans les temps, ce n'est pas toujours le cas. Je vous souhaite de bonnes vacances de Toussaint, puisqu'on se trouve en chômage technique. Mais je vous donne rendez-vous pour 2 séances dans 15 jours, le mardi à l'Académie de médecine pour la chirurgie des sujets âgés et le lendemain ici pour la chirurgie réparatrice du sein. Bonne soirée à tous et à tous. Bon retour chez vous
Et maintenant, nous allons faire une photo officielle avec les membres de la société d'arthroscopie.